Bonjour à tous, je suis Yvan Jamillou et je remercie la filière de m'avoir invité pour vous parler des uvéites monogéniques et nous verrons plus spécifiquement certains syndromes. Voici donc mes conflits d'intérêts. Je vous propose le plan suivant, une contextualisation, un peu de physiopathologie sur les uvéites non infectieuses, et puis nous parlerons de syndrome de Blow, syndrome de Rosa et d'autres uvéites à déterminants génétiques. Donc en termes de contextualisation, les uvéites sont, comme vous le savez, des inflammations de tout ou partie de l'UV. Elles peuvent être antérieures, elles peuvent être intermédiaires, elles peuvent être postérieures, ou elles peuvent être simultanément toucher 2 à 3 tuniques, et dans ce cas s'appeler panuvéites. Ce sont des maladies qui sont rares, puisque la prévalence est estimée entre 38 et 284 pour 100 000 habitants, et l'incidence est entre 17 et 52 pour 100 000 habitants par an. Tous les âges peuvent être touchés par les uvéites, et toutes les origines ethnogéographiques peuvent également être touchées. Bien entendu, le risque principal des uvéites, c'est le risque fonctionnel, avec la perte de la vision, qui peut être plus ou moins profonde et conduire à la cécité légale. On a tendance à les catégoriser en 2 grands groupes, les uvéites infectieuses, non infectieuses, et bien entendu, celles qui intéressent plus les internistes et les autres spécialistes non infectiologues sont les uvéites non infectieuses, qui ont tendance à prendre une part plus importante dans les pays développés où il n'y a pas d'endémie infectieuse, mais ces uvéites non infectieuses nécessitent souvent une démarche diagnostique importante pour éliminer en priorité les causes infectieuses qui sont traitables et qui peuvent être dévastatrices assez rapidement. Pour cela, bien entendu, la prise en charge des uvéites, surtout celles non infectieuses, nécessite une grande pluridisciplinarité entre ophtalmologistes, internistes, rhumatologues, dermatologues parfois, parce que vous verrez que dans certaines maladies systémiques, il y a des prises en charge extra-ophtalmologiques, par exemple néphrologiques. En termes de causes, les uvéites reconnaissent un peu plus de 80 causes, les non infectieuses et les infectieuses. Ici, vous avez un petit tableau qui résume une étude que nous avions faite sur à peu près 1000 patients qui avaient une uvéite, et vous voyez que la proportion d'uvéites d'origine indéterminée, qu'on peut appeler idiopathique, est grandissante et représente quasiment la moitié des uvéites que nous avons dans notre centre. Alors bien entendu, il y a un biais puisque nous sommes un centre tertiaire, et également un biais puisque nous sommes internistes et que nous voyons beaucoup de maladies systémiques, notamment des sarcoïdoses, 17%. Vous savez que le site est référent pour cette pathologie. Vous voyez également que pour ce qui est des maladies infectieuses, on n'avait que 11% d'uvéites qui étaient étiquetées d'origine infectieuse. Et puis, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les maladies monogéniques, eh bien, elles rentraient dans la classe autre, tellement elles étaient en faible nombre, et elles représentaient seulement 3 patients pour ce qui est des syndromes auto-inflammatoires, les autres étant des maladies systémiques, disons anecdotiques, parfois des vascularites. Concentrons-nous donc maintenant sur les uvéites non infectieuses, et une question peut surgir, c'est sont-elles de nature auto-immune ou de nature auto-inflammatoire? C'est la filière qui s'appelle comme ça, donc la question peut être posée, et il faut bien noter que les non infectieuses ne signifient pas auto-immune, même si ça peut être une dénomination courante et pratique, notamment pour les patients qui ont besoin d'une prise en charge en ALD. Le concept de dichotomie entre auto-immunité et auto-inflammation date d'environ une vingtaine d'années, avec la découverte du gène du TRAPS, et l'auto-inflammation est définie comme une atteinte du système immunitaire inné prédominante, sans auto-anticorps, sans lymphocytes autoréactifs, avec un rôle très important des cellules de l'immunité innée et des cytokines et des chémokines pro-inflammatoires, et elle se manifeste très souvent par des fièvres récurrentes. Ce qui a beaucoup plus intéressé les immunologistes et les internistes pendant des années et des années, c'était les maladies auto-immunes. Certes, elles sont toutes auto-immunes, mais dans ce cas-là, on dénomine les maladies auto-immunes, celles qui touchent le système immunitaire adaptatif, avec auto-anticorps, lymphocytes autoréactifs, et un continuum a été décrit dans lequel on positionne d'un côté les auto-immunes avec auto-anticorps et avec prédisposition génétique, et de l'autre côté les auto-inflammatoires avec prédisposition génétique, et au milieu il y a toute une catégorie de maladies qui rentrent dans un spectre, qui peuvent être plus ou moins auto-immunes, auto-inflammatoires, avec
une participation très importante de l'environnement, notamment des agents infectieux, du microbiome, et également de l'intégrité des barrières, puisque vous le savez, notamment ici pour l'œil, l'œil comme le cerveau sont des sites protégés au niveau immunologique infectieux. Alors les uveites sont-elles auto-immunes ou auto-inflammatoires? Finalement, quand on reprend un peu, nous avons assez peu dans notre cohorte et dans les cohortes de la littérature de maladies purement auto-immunes à auto-anticorps, si ce n'est quelques cas exceptionnels de lupus, de vascularité en cas ou de maladie cœliaque, qui se manifestent par des uveites non infectieuses. Et ce qui est sûr, c'est qu'il n'existe pas d'auto-antigènes ciblés contre les constituants de l'UV. Alors il y a des auto-antigènes contre la rétine, contre l'épithélium pigmentaire, mais rarement on a mis en évidence, voire pas, d'auto-antigènes contre les structures de l'UV, qui est pourtant la structure la plus vascularisée de l'œil. Et finalement, quand on réfléchit, ça nécessite effectivement un passage entre le sang et le milieu intérieur de l'œil, et donc il faudrait une brèche, une perméabilisation, une rupture de la barrière hématoméningée ou hémato-oculaire. Et c'est pour cela que probablement dans ces maladies avec plutôt une auto-immunité, elles se manifestent ou se manifesteraient plutôt par une atteinte du segment postérieur, et notamment par de la vascularité. Une atteinte de la rétine ou du nerf optique. Alors c'est possible de voir des maladies auto-immunes, notamment des maladies monogéniques, comme l'AP7, qui est liée à une mutation de R, dans laquelle il y a tellement de manifestations auto-immunes et une telle dérégulation dans la tolérance qu'il peut survenir des auto-anticorps, d'un lymphocyte autoréactif, et on voit ça également dans le modèle murin qui a été utilisé pour faire des uveites auto-immunes expérimentale. Et finalement, on a beaucoup plus d'arguments pour une maladie auto-inflammatoire, puisque lorsqu'on regarde la composition de l'UV, elle est essentiellement composée de cellules de l'immunité innée, des macrophages, cellules dendritiques. L'uvéite non infectieuse a un caractère, disons, récurrent, comme on voit plus souvent dans les maladies auto-inflammatoires, quoique ce soit discutable. La plupart du temps, elle reste stérile, comme dans les maladies auto-inflammatoires, il n'y a pas d'auto-anticorps, pas de lymphocytes T autoréactifs, et c'est vraiment les caractéristiques et la définition de l'auto-inflammation. Les uvéites sont le plus souvent associées à des syndromes auto-inflammatoires, ça reste rare, mais lorsqu'on regarde les étiologies, celles qui sortent le plus sont les maladies auto-inflammatoires et notamment les monogéniques, on en reparlera. Les voies mises en jeu sont essentiellement des voies de l'immunité innée, la voie de l'interleukine 1, de NF-κB, de l'inflammasome. On a une efficacité importante, même si certains immunosuppresseurs sont efficaces, des biothérapies anticytokiniques, et puis se pose la question du trigger infectieux qui mettrait le feu aux poudres au niveau de l'immunité innée. Alors rapidement, et on ne va pas détailler, les maladies auto-inflammatoires et les uvéites, vous voyez que les syndromes auto-inflammatoires peuvent se manifester par des uvéites, notamment les syndromes CAPS. Alors là, on n'est pas vraiment dans l'uvéite, ce tableau montre plutôt les manifestations ophtalmologiques. Le CAPS, lorsqu'il est sévère, c'est-à-dire le NOMID ou le 5A, se manifeste par des uvéites. Parfois, le Muckelwels, qui est la forme intermédiaire, peut présenter également des uvéites, mais le plus souvent, ce sont des manifestations un peu moins sévères, comme les conjonctivites. Le syndrome de Blow, dont on va reparler, est également une maladie associée à des uvéites qui sont de nature granulomateuse, et puis tout un tas d'autres syndromes auto-inflammatoires, comme le syndrome H, le HA20, dont on reparlera, le TRAPS 11 ou le ROSA syndrome, dont on reparlera aussi, sont associés à la présence d'uvéites, même si elles sont rares. Et vous voyez que sur le plan physiopathologique mécanistique, la plupart du temps ressortent deux grands mécanismes qui sont une dérégulation par suractivation des voies de l'inflammasome, et la voie de l'inflammasome, elle aboutit sur le facteur de transcription NF-κB qui est dérégulé, et parfois il y a aussi des voies directes qui dérégulent NF-κB. Lors d'une revue de littérature de Macora en 2021, 1353 cas d'atteinte oculaire dans le cadre de syndrome auto-inflammatoire dans la littérature ont été répertoriés. Il s'agissait dans la moitié des cas de CAPS, essentiellement des conjonctivites. 18% avaient un BLO, 16% avaient une FMF, et les
petit nombre, 2,4% avaient un déficit en mévalonate kinase. Les TRAPS étaient également cités à 10%, mais vous le savez, c'est plutôt de l'inflammation périorbitaire, et notamment de l'œdème périorbitaire, et rarement des uvéites, voire pas d'uvéites. Donc lorsqu'ils analysaient plus en détail l'atteinte ophtalmologique, vous voyez que ce qui arrivait en premier, c'était les conjonctivites, et qui étaient l'apanage du CAPS et du TRAPS, même si la FMF et d'autres syndromes auto-inflammatoires peuvent présenter des conjonctivites. Pour ce qui est des uvéites, elles arrivaient, si on conjugue les granulomateuses et les non granulomateuses, elles arrivaient en fait en tête, mais elles arrivaient là, dans ce cas présent, lorsqu'elles étaient dichotomisées en deuxième position. Et ces uvéites étaient essentiellement le fait de syndrome de Blow, de déficit en mévalonate kinase ou de certaines formes de CAPS. Pour ce qui est de la fièvre méditerranéenne familiale, on voyait essentiellement des réductions progressives de l'épaisseur de la choroïde, et pour les TRAPS, comme je vous l'ai dit, des œdèmes périorbitaires. Les CAPS avaient plus souvent des uvéites antérieures, comme les FMF, et comme les déficits en mévalonate kinase, qu'on appelait HIDS avant, le syndrome hyper-IgD. Le Blow avait aussi pas mal d'uvéites antérieures. Alors, on verra que c'est une maladie qui évolue avec le temps, qui se diffuse, on pourrait dire, avec le temps, et qui commence bien souvent par le segment antérieur. Donc, finalement, cela dépend le moment auquel les patients étaient répertoriés. Et puis, on avait des cas d'uvéites postérieures et de panuvéites, et clairement, elles étaient majoritairement granulomateuses. Je vous ai juste mis un petit tableau sur les maladies non monogéniques mais à médiation auto-inflammatoire pour vous montrer que là encore, les maladies qui présentent des caractéristiques d'auto-inflammation ont assez régulièrement des uvéites. Toutes ces maladies répertoriées peuvent se présenter par une uvéite et sont cataloguées désormais comme des maladies auto-inflammatoires. C'est le cas de la maladie de Steele, enfant ou adulte, probablement sur les mêmes déterminants mécanistiques, c'est-à-dire une activation de l'inflammasome, une production d'IL-1β. La maladie de Crohn, comme le syndrome de Blow, est probablement liée à des hyperactivations ou des défauts de la contre-régulation par NOT2, en tout cas de cette voie, et qui dérégule NF-κB. Et puis vous avez d'autres maladies comme les cristallopathies ou la maladie de B7 qui sont encore une fois catégorisées dans ces maladies inflammatoires, voire auto-inflammatoires, avec pour la maladie de B7 et pour les spondylarthrites, HLA-B27, un déterminant qui est le CMH de classe 1. Donc, voici un tableau qu'on montre depuis plusieurs années, de continuum des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires. Et précédemment, vous voyez que ce petit groupe de maladies, B7, uvéite, vascularite, maladie de Steele, alors la vascularite c'est discutable, certaines pourraient être positionnées plus à gauche et d'autres plus à droite. En tout cas, clairement, et c'est pour ça que j'ai mis la flèche en rouge, il semble que les uvéites puissent être décalées du côté de l'auto-inflammation, avec toujours un rôle de l'environnement, mais pour certains, un rôle de la génétique. Alors, on va partir sur deux petits exemples, le syndrome de Blow et le syndrome de Rosa. Syndrome de Blow et syndrome de Rosa sont deux maladies monogéniques. Alors, on commence par un petit cas clinique, un homme de 19 ans qui présente une panuvéite granulomateuse avec un antécédent de fièvre récurrente dans l'enfance et de rash également très précoce, mais qui avait disparu, et qui a également une polyarthrite chronique déformante, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et à l'examen, voilà ce qu'on constate lorsqu'on regarde donc, son iris et sa pupille. On constate des dépôts, des précipités en graisse de mouton, on constate des précipités rétrodécémétiques, et puis on constate également des débuts de synéchie avec une perte de la rondeur totale de la pupille, et puis des synéchies qui sont dites focales. Alors le syndrome de Blow, puisque vous avez deviné, et puis que c'était pas très difficile vu que j'avais annoncé qu'on allait parler de ça, est une granulomatose juvénile de nature auto-inflammatoire. Désormais, c'est bien catégorisé comme ceci, défini décrite pour la première fois par Blow et également par Japs en 1985, appelée possiblement à tort sarcoïdose familiale, sarcoïdose juvénile, et qui peut être confondue très facilement avec d'autres maladies, et notamment l'arthrite juvénile idiopathique, et surtout celles qui ont des anticorps antinucléaires. C'est une maladie qui, si on devait dire un mot-clé et s'en rappeler, c'est une triade uvéite, polyarthrite et éruption cutanée, ou rash, uvéite, polyarthrite, rash, qui sont tous les trois granulomateux, d'où l'intérêt de l'histologie. Elle débute généralement avant 5 ans,
Elle a une transmission autosomique dominante, mais elle peut également survenir de novo, et donc c'est une mutation qui est un gain de fonction dans la voie de NOT2. Et là, on verra que ça peut s'opposer un peu sur le fait qu'il s'agisse d'une perte de fonction dans la contre-régulation, mais probablement qu'il y a encore à définir exactement la mécanistique. Un élément important, et je l'ai mis en premier, c'est d'éliminer tous les diagnostics différentiels, et notamment les infections responsables d'uvéite granulomateuse, notamment la toxoplasmose toxocarose, la tuberculose ou la maladie des griffes du chat. L'interrogatoire est important car s'il y a des signes digestifs, on peut évoquer une maladie inflammatoire de l'intestin, d'autres granulomatoses comme la sarcoïdose, ou plus rarement, mais ça existe, le syndrome TINU. En termes d'histoire naturelle, le syndrome de Blot débute généralement avant les 1 an de vie par les manifestations cutanées. Il s'agit d'un rash fait de micropapules plus ou moins squameuses au niveau du tronc et des extrémités qui finit par disparaître, comme vous voyez sur la première photo, progressivement en laissant une coloration mal bronzée, brun, un peu sale. Survient dans les suites entre 2 et 4 ans, dans 96% des cas dans les cohortes, une polyarthrite qui est dite tourbeuse, marécageuse, avec des gonflements assez typiques des poignets, des chevilles, qui sont en fait des ténosynovites et des synovites, qui n'est pas destructrice et qui peut également se compliquer de contractures au niveau des IPP et donner des pseudo-camptodactyles. L'uvéite survient dans un troisième temps, en moyenne vers 4 ans, 4 ans et demi, dans 60 à 80% des cas selon les études, et dans tous les cas, que ce soit sur les biopsies de peau, dans la synoviale, sans la conjonctive ou on ne pourra pas biopsier forcément l'œil, mais on retrouve une caractéristique granulomateuse avec un granulome épithélioïde gigantocellulaire sans nécrose caséeuse qui est identique à celui de la sarcoïdose. L'uvéite du syndrome de Blot a également une petite évolution naturelle, une atteinte du segment antérieur sous la forme d'une iridocyclite granulomateuse insidieuse qui progresse doucement vers le pôle postérieur, donne une uvéite postérieure granulomateuse, puis une panuvéite sévère avec, lorsqu'elle atteint le segment postérieur, un aspect assez typique de choroïdite multifocale. Elle est généralement bilatérale et chronique, et ce que vous pouvez voir à l'examen clinique ou à l'examen ophtalmologique, c'est bien entendu les caractéristiques d'une uvéite granulomateuse typique avec des granulomes conjonctivaux, des granulomes iriens qui donnent des nodules de Bousaka ou de Kopp, des précipités en graisse de mouton, on aperçoit sur cette photo en haut, des synéchies focales et également du tyndal, donc de l'inflammation et des cellules inflammatoires dans la chambre antérieure, puis dans le corps vitré, et finalement une choroïdite multifocale, comme on la voit également dans les autres granulomatoses comme la sarcoïdose. Alors les clés du diagnostic, bien entendu, pour ne pas en faire une sarcoïdose si facilement, c'est penser qu'un début précoce est assez étonnant, les antécédents familiaux dans la mesure où c'est une maladie dominante, la présence bien entendu de la triade granulomateuse avec preuve histologique, et ce qui peut marquer, c'est le caractère très floride de la polyarthrite, qui vous orientera et vous amènera à proposer un séquençage ciblé de NOT2. Sur le plan des mutations, il y a dans le registre InFever, dont vous avez le lien en bas, 187 variants répertoriés pour l'instant, dont 6 seulement sont clairement pathogènes, et sur ces 187, il y en a encore 30 qui sont probablement pathogènes, et tout le reste sont des variants d'origine indéterminée ou probablement bénins ou à classifier. Alors, ça touche essentiellement l'exon 4, et il s'agit d'un gain de fonction global, puisqu'il va y avoir une activation in fine de NF-kappa B, mais il est possible qu'il s'agisse en fait d'une boucle de rétroaction entre NOT2 et les TLR, et qu'en fait ce soit par une perte de fonction de la protéine qu'il y ait une suractivation d'une boucle secondairement. Bon, alors ça reste à décrire. NOT2 est un PRR, un Pathogen Recognition Receptor, qui reconnaît in vitro le muramyl dipeptide, qui est un composant des membranes bactériennes. Et pour ce qui est de la mutation dans le syndrome de Blot,
elle provoque une réaction inflammatoire dont le trigger reste inconnu, qui assez exceptionnellement produit du granulome. Il y a très peu, voire pas, d'autres maladies auto-inflammatoires qui sont associées à du granulome. Le traitement repose, comme pour la sarcoïdose, sur des corticoïdes, du méthotrexate et des anti-TNF. Ce sont des maladies qui sont bien souvent réfractaires, notamment aux premières lignes de thérapeutique. Voici un deuxième cas clinique, encore assez facile puisque vous avez la thématique. Ce sont deux frères que j'ai rencontrés vers leurs 30 ans, et je ne suis pas le père, mais ils me parlent régulièrement de leur père qui est désormais aveugle, grabataire, et donc confiné à son lit. Le père, comme les deux enfants, présente depuis leur jeune âge, 4-5 ans, une fièvre périodique qui pouvait être hebdomadaire, des lombalgies chroniques chez l'un des deux frères, une diarrhée chez l'autre, des crises qui, lorsqu'il y a des poussées, durent 5 à 7 jours, avec des fièvres qui montrent à 39, avec un syndrome inflammatoire biologique, des céphalées, des arthromyalgies. Ils ont également des éléments qui évoquent une dysplasie ectodermale, c'est-à-dire des anomalies des phanères, troubles de l'émail des dents, également des troubles au niveau des ongles et des troubles au niveau des cheveux qui sont fins, comme on peut le voir sur les photos. Et surtout, ils décrivent, lorsqu'on leur pose bien la question, une adénrose complète, c'est-à-dire que, pour vous donner un exemple, un des deux frères fait de la Wi-Fi et ne transpire absolument pas. Ils deviennent tout rouges, mais ils ne transpirent pas, et je l'ai d'ailleurs revu en consultation hier. Et ceux qui regardent la vidéo un peu dans la période où elle est enregistrée, il vient de faire extrêmement chaud par chez nous, et il a beaucoup souffert de la chaleur parce qu'il ne transpire pas, il a même fait un malaise. Donc c'est une vraie problématique. Mais ce qui les embête le plus, c'est tout de même cette cécité qui a été progressive, puisqu'ils ont d'abord perdu la vision nocturne vers 5 ans et 9 ans pour les enfants, avec une baisse d'acuité visuelle en escalier, en marche d'escalier, sur à peu près 3 décennies, et ils sont désormais à voir bouger la main de chaque côté, l'un comme l'autre. Au fond d'œil, on retrouve un œdème papillaire bilatéral et un aspect de dystrophie rétinienne de type Cone-Rod, mais très atypique, avec des éléments d'uvéite récurrente ou récidivante. L'IRM cérébral ne mettait pas en évidence d'hypertension intracrânienne, et puis de nombreux bilans ont été faits pendant 25 ans, 30 ans, et même chez le père auparavant, sans qu'on ait pu étiqueter vraiment leur maladie, et ils ont bénéficié de nombreuses lignes thérapeutiques, et ils restent sous forte dose de corticothérapie. L'un est sous Immurel, l'autre est sous colchicine, et l'un a également des anti-TNF, qui calment les poussées systémiques, mais n'ont pas permis de ralentir l'évolution au niveau ophtalmologique. Alors, ce sont des patients qui ont eu un exome assez précocement dans les progrès génétiques. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, pardon, c'est qu'il y a une splénomégalie isolée, et l'exome n'avait rien révélé de plus. En fait, c'est un syndrome dont l'association syndromique a été décrite en 2012 et qui associe exactement tous les éléments que je viens de vous décrire: une dystrophie rétinienne, un œdème du nerf optique, une splénomégalie, une anhydrose et des céphalées, les céphalées pouvant être dues à des méningites aseptiques. C'est donc le syndrome ROSA, qui est l'acronyme, et qui est lié, ça a été découvert donc 6 ans plus tard, en 2018, à des mutations de l'alpha-kinase 1, ALPK1, qui également a été mis en évidence comme étant un PRR qui est capable de reconnaître les métabolites des constituants du LPS, donc du lipopolysaccharide des bactéries, sous la forme d'un constituant qui s'appelle l'ADP heptose, et qui met en jeu une voie de l'inflammation qui, in fine, conduit à l'activation d'un FKB via TRAF6 et le tifazome. Alors, il y a eu un papier du NIH récemment qui ont montré que 100% des malades ont des manifestations inflammatoires. Ce n'est pas forcément le cas de la fièvre récurrente. La transmission est autosomique dominante, et vous pouvez en avoir le cœur net en regardant les arbres génétiques des différentes familles décrites dans le papier Princeps de 2019 lorsque la mutation a été mise en évidence. Les aspects sont ceux d'une dystrophie rétinienne très évoluée, avec des signes d'uvéite et des signes d'anomalie de type cône et bâtonnet, dystrophie des cônes et bâtonnets. L'histoire naturelle, a priori, est celle de phénotypes extrêmement variables, puisqu'on a des patients qui n'ont pas d'atteinte visuelle symptomatique, c'est-à-dire que si on va au fond d'œil, on retrouve un œdème papillaire,
Et on retrouve des anomalies modérées, mais le patient n'est pas gêné sur le plan de l'acuité visuelle, et on a même des grands-parents de patients qui sont décédés à un âge très avancé, sans avoir eu aucun symptôme sur le plan ophtalmologique, alors qu'ils avaient des poussées systémiques de fièvre, etc. Parfois, le premier symptôme est la perte de la vision nocturne, mais souvent, ce sont des fièvres récurrentes qu'on voit dans 60% des cas avec syndrome inflammatoire. Dans certains cas, on a des splénomégalies extrêmement volumineuses, parfois des ruptures ou des nécessités de splénectomie tellement la douleur est intense, des céphalées, une anhydrose et une cécité qui survient en 30 à 40 ans. D'autres signes sont possibles, un peu plus rares, des cytopénies, des méningites et des signes de dysplasie ectodermale. Et une chose que le papier du NIH a bien mis en avant, c'est la présence d'une hypocyalie avec un syndrome sec possible au niveau de la bouche, et donc, in fine, la présence de caries, d'un état bucco-dentaire très difficile à traiter. D'ailleurs, je reviens à mon patient que j'ai vu hier, il a actuellement 3 dents à extraire, ils ont toujours un état bucco-dentaire extrêmement difficile. Et puis, dans l'article du NIH, ils ont également montré que des patients pouvaient avoir une amylose AA. Voilà les photos d'ailleurs de l'article du NIH, on voit que c'est à peu près les mêmes. Vous voyez, il y a une arthrogrypose, en tout cas une déformation liée à une polyarthrite chronique, et puis on voit des caries, des effets assez dévastateurs sur l'émail et sur les racines dentaires. En termes mécanistiques, il s'agit essentiellement de pousser avec un environnement pro-inflammatoire de cytokines et de chémokines lié à l'activation de NF-κB, et puis ce qui a été montré, ce qui ne nous avance pas énormément dans la compréhension, mais c'est qu'il y a une phosphorylation de STAT1 et une signature interféron, mais ça pourrait nous donner des pistes sur le plan thérapeutique, puisque à l'heure actuelle, on n'a pas de médicaments dont on connaît l'efficacité parfaite. Ils sont tous sous corticoïdes, certains sont sous anti-TNF. Le papier du NIH sur 2 patients a montré une efficacité du tocilizumab, et puis compte tenu de la signature interféron, on se pose la question de proposer des inhibiteurs de JAK. Et puis il y a aussi un communiqué de presse d'une firme américaine qui est en train de développer un inhibiteur de ALPK1 après avoir développé un activateur de ALPK1. Et puis je vous ai remis le cortège de symptômes sur la droite. Alors on a parlé de ROSA et de BLO, mais il y en a d'autres. Alors lesquels sont-ils? Certains syndromes que vous connaissez, que je ne vais probablement pas détailler parce qu'ils sont détaillés soit dans d'autres vidéos, soit dans des documents présents sur le site de la FAI2R. L'haploinsuffisance en A20, qui est une maladie B7-like. Ça a été une révolution de voir une maladie de B7 avec un déterminant génétique, parce qu'on s'est dit qu'on allait enfin pouvoir comprendre un peu plus la physiopathologie de la maladie de B7. En réalité, il y a quand même des différences. C'est une maladie, comme vous voyez sur l'arbre, à transmission dominante, et qui est généralement plus sévère tant sur le plan cutané que sur le plan articulaire, que les aftes également, qui sont beaucoup plus volumineux, importants, et l'atteinte digestive souvent au premier plan. Et chez 10% des malades, vous pouvez avoir des uvéites qui sont étonnamment plus souvent antérieures, ou alors présentent des vascularites rétiniennes, mais sans qu'il y ait une atteinte du segment postérieur habituelle, avec des signes qu'on peut voir plus souvent dans la maladie de B7. Alors elle débute dans l'enfance, plus généralement avant 10 ans, même si elle peut être un peu plus tardive. À l'heure actuelle, on constate qu'il y a un sex ratio en faveur des femmes, ce qui est un peu différent de la maladie de B7. C'est une maladie dite de B7-like, mais plus sévère, avec aphthose bipolaire, et surtout avec la présence d'auto-immunité, soit des auto-anticorps, soit des maladies auto-immunes authentiques, notamment des maladies auto-immunes ciblant la thyroïde. Et donc elle est liée à une mutation du gène qui code la protéine A20, c'est TNFAIP3. Ces mutations peuvent être soit en haploinsuffisance, soit provoquer un dominant négatif, et en gros c'est une protéine, la protéine A20, qui régule en amont l'activité de NF-κB, et son haploinsuffisance ou la présence d'un dominant négatif va entraîner une hyperactivation de NF-κB, une dérégulation, et donc un contexte pro-inflammatoire qui évolue par poussée, probablement encore une fois avec un trigger qui n'est pas connu pour l'instant. Ce qui est intéressant, c'est que la découverte de HA20, en même temps que la découverte des déficits en otuline, déficits en OIL1, OIP2, qui sont d'autres anomalies de mutations associées à des anomalies de l'ubiquitination ou de la déubiquitination des sous-unités de NF-κB ou
ou des apparatus qui permettent de réguler NF-κB comme les longues chaînes d'ubiquitine, l'UBAC, dont il peut y avoir aussi des déficits, ou des déficits en REL-A. Donc tout ça, REL-A, c'est un sous-composant de NF-κB. Toutes ces maladies ont été appelées rélopathies. C'est aussi grâce à ces anomalies auto-inflammatoires de l'ubiquitination que nos amis américains ont été regarder plus spécifiquement les gènes de l'ubiquitination et ont découvert la mutation de UBA1. On a également une patiente suivie dans le service avec un régulateur de NF-κB qui est NEMO ou IKBKG, qui est le gène de NEMO, qui présente une uvéite. Et en fait, toutes ces rélopathies sont des formes frontières que certains décrivent comme des lupus, d'autres les décrivent comme des B7, et d'autres encore les décrivent comme des déficits immunitaires type DICV. Et c'est pour ça qu'on a des B7 avec de l'auto-immunité, ou des lupus avec des aftes plus importants, ou des infections récurrentes à germes parfois atypiques. Et ces rélopathies ont des phénotypes proches, et pour l'instant elles sont assez rares, mais il y a fort à parier que dans les années qui viennent, ces rélopathies seront associées à des uvéites. Le déficit partiel en mévalonate kinase, le MKD, qu'on appelait anciennement le syndrome hyper-IgD, HITS, qui est une maladie autosomique récessive. La mévalonate kinase étant impliquée dans la biosynthèse, j'ai pas fini ma diapositive, dans la biosynthèse de l'acide arachidonique, et par la suite peut activer l'inflammasome pyrine. C'est une voie commune avec la fièvre méditerranéenne familiale, et qui donne des fièvres récurrentes, des rages, des aftes, des arthrites et des douleurs abdominales, qui sont plus généralement contenus par les corticothérapies à la demande, peuvent provoquer, comme on l'a vu tout à l'heure, des uvéites qui sont plutôt intermédiaires ou antérieures et associées à certains génotypes. Il existe des formes plus sévères, comme on le voit sur le petit schéma du docteur Boursier de Montpellier, qui nous montre que certaines mutations sont plus fréquemment associées à l'atteinte oculaire. En plus de cette uvéite intermédiaire, on note une cataracte, des épisclérites ou des rétinopathies. Je vous rappelle qu'une façon commode d'avancer vers le diagnostic de mévalonate kinase, qui touche essentiellement donc des enfants, c'est de doser l'acide mévalonique urinaire pendant la crise. Pour terminer, quelque chose d'extrêmement rare, les mutations de la calpaïne 5, qui sont décrites depuis une dizaine d'années, mais l'association syndromique de ces maladies dominantes autosomiques type de vitro-rétinopathie avec néovascularisation inflammatoire, autosomique dominante donc, comme vous le montre l'arbre génétique, provoque des anomalies, des pathologies de l'œil de nature inflammatoire qui peuvent mimer d'autres maladies inflammatoires de l'œil, donc des véritables uvéites, avec une histoire naturelle qui est celle d'une uvéite d'abord plutôt intermédiaire, avec du Tyndall, du flair dans le corps vitré, qui va se diffuser vers l'avant et vers l'arrière, donner de la cataracte postérieure puis antérieure, puis de l'uvéite antérieure, et en même temps provoquer la dégénérescence de l'épithélium pigmentaire, des dystrophies rétiniennes, de la néovascularisation, tout ça dans un contexte inflammatoire, provoquer des synéchies au niveau du pôle antérieur et du glaucome par fermeture de l'angle, et puis à la fin, de véritables phthisis, on dit, avec une cécité progressive. Donc vous voyez que c'est extrêmement dominant et que ça touche énormément de monde dans les familles. Ça prouve que, comme on l'a vu dans le syndrome ROSA, alors c'est difficile de le dire dans quel sens, qui de l'un ou de l'autre, mais c'est que les maladies neurodégénératives peuvent être associées à une inflammation de l'UV. Et est-ce que c'est l'inflammation de l'UV ou la maladie neurodégénérative qui provoque l'inflammation, ou l'inflammation de l'UV chronique qui va provoquer la dégénération rétinienne? Peut-être que les études plus tard nous le diront. Pour terminer totalement, je ne voulais pas passer à côté des uvéites à prédisposition génétique, même si elles ne sont pas monogéniques. Je vous rappelle que certaines uvéites, comme la choriorétinopathie de Birdshot étant le petit pigeon, donc on voit ces taches sur le fond d'œil, sont associées au HLA A29 dans 96 à 100% des cas, d'où l'intérêt du typage HLA lorsqu'il y a un aspect ophtalmologique très évocateur de choriorétinopathie de Birdshot. La maladie de B7 est peut-être associée au HLA B51, ça peut donner une piste pour s'aider, mais c'est essentiellement la présence d'AFT, la provenance ethnogéographique, la présence de manifestations cutanées ou de thrombose, et
l'aspect ophtalmologique qui va vous aider, et enfin les pathologies associées au HLA B27, les uvéites essentiellement antérieures aiguës, parfois à bascule, associées à la spondylite ankylosante ou non, et généralement non granulomateuses. Et donc, ce que j'ai mis en encart, c'est qu'il est très important de demander à l'ophtalmologiste de caractériser parfaitement l'aspect ophtalmologique, procéder à un interrogatoire très détaillé et un examen clinique qui recherche des signes associés pouvant vous aider dans la démarche diagnostique. On le sait, la collaboration avec les médecins internistes est un plus pour le diagnostic étiologique des uvéites. En termes de HLA, probablement que les seules recherches qui soient vraiment pertinentes sont le B27 et le B51. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je remercie la filière à nouveau de m'avoir réinvité pour parler cette fois des uvéites monogéniques. J'espère avoir fait un tour un peu complet. Je vous rappelle que pour les situations complexes, réfractaires, ou même si voilà, vous avez envie de discuter de vos dossiers, il existe donc des RCP nationales au niveau du groupe médecine interne et œil, le GMIO, dont vous avez l'adresse. Et puis il existe les RCP de la FAI2R, qu'elles soient sur les maladies auto-inflammatoires, sur les interféronopathies, la génomique ou les RCP d'urgence si besoin. Et puis bien entendu, vous pouvez me contacter ou contacter le professeur Sève qui a une expertise reconnue sur les uvéites. Je vous remercie.